dans l'annexe technique. Bien sûr, toujours évaluer les coûts, vérifier par des rapports périodiques que les jalons sont bien tenus. Et à la fin, et surtout, c'est un moment important, de publier, de disséminer et également de laisser quelques traces pour possiblement le partage et donc l'implémentation peut-être par d'autres des résultats de notre projet. Donc, à peu près un cycle, comme je disais, de 10 mois entre vraiment le départ de j'ai trouvé le sujet qui convient et l'arrivée vers le départ du projet. Alors, dans les activités, notamment, on s'est concentré ici sur le cluster 3 de la sécurité. On aura au choix 3 types d'activités éligibles. Donc, la première, qui est le Research Innovation Action, donc RIA, ce sont des activités qui sont tournées vers plutôt les TRL basses et donc de la recherche et montent légèrement un peu plus haut vers une première image ou concept de réalisation. Donc ces activités sont financées à 100%, quel que soit le statut des postulants. Donc centres de recherche, donc les RTO, des entreprises, voire des associations ou des organisations. Ensuite, il y a l'Innovation Action, donc la IA. Celle-ci va se présenter sous une forme un petit peu plus mature et présenter en fait un produit, produire des plans d'arrangement, des conceptions, des produits, des services, éventuellement des processus qu'on va modifier, améliorer, voire nouveaux si on le peut. Donc, il y a une petite condition au niveau du financement qui diffère par rapport au taux de 100% en général donc des activités du programme Horizon Europe. Pour les PME, dans les Innovation Action, le financement est couvert à 70%. Enfin, une troisième activité qui est plus une activité de réseau et de concentration d'écosystèmes qui s'appelle donc la Coordination and Support Action, la CSA. Et ces activités contribuent à des objectifs, bien sûr, toujours du programme Horizon Europe, et permettent en fait d'améliorer la compréhension de la Commission ou de l'aider à faire des choix, également aménager et présenter des bonnes pratiques. Voilà un petit peu le troisième type d'action, et cette action finance à 100% tous les participants. Donc ensuite, à partir donc des 3 choix d'options, on a également des critères d'éligibilité de nos projets collaboratifs. Alors, on a parlé de simplification donc, pour Horizon Europe. On commence à entrevoir un effet. Ici, ce que l'on détecte, c'est que les actions, les activités RIA, Research Innovation Action et Innovation Action, sont limitées à 45 pages. Donc, c'est un peu moins qu'avant. Donc voilà, il faudra faire plus concis et plus synthétique. Et pour une CSA, la limite est fixée à 30 pages. Donc, on reste toujours sur des projets collaboratifs avec 3 entités légales au minimum, et bien sûr indépendantes, établies dans un État membre ou associées, avec au moins une des entités qui soit établie dans un État membre, donc un pays des 27 membres de l'Union européenne. Ensuite, si l'on parle de la proposition en elle-même, bien sûr, on imagine, alors c'est une proposition qui sera déposée sur le portail du participant, donc Funding and Tenders.
Ces candidatures, bien sûr, doivent être complètes, elles doivent être lisibles, c'est-à-dire on ne met pas des petits caractères pour respecter 45 pages qui sont illisibles. Hein, on reste dans une logique complètement naturelle de texte, bien sûr accessible, imprimable, et surtout, ça fait aussi un peu partie des nouveautés, hein, d'Horizon Europe. Il faut inclure un plan d'exploitation et de diffusion des résultats. Encore une fois, le mot impact ressort ici et on sent qu'il doit y avoir une sorte de principe de travail avec un esprit un peu circulaire, dans le sens où il faut que ça profite et que ce soit idéalement implémenté quelque part. Voilà. Collaboration avec les pays tiers, donc bien sûr on peut collaborer naturellement, comme je le disais, avec les États membres au niveau donc de l'Union européenne. Il y a également les pays associés, mais il y a aussi des collaborations avec les pays tiers. Alors il y a deux natures. Donc il y a une nature qui est non automatique et donc il faut regarder avec vraiment dans le détail s'il y a de possibilité de collaborer avec ces pays-là. Donc, ce sont en général des pays industrialisés avec des économies émergentes. On peut entendre une économie émergente plutôt industrialisée, les USA, Brésil, oui, économie émergente, la Chine, plutôt pays industrialisé. Lorsqu'il y a un incontournable de participation de ces pays, et eu égard au fait qu'ils soient indiqués également dans le call, on peut travailler avec ces pays particuliers. Mais en général, voilà, c'est pas recommandé. Ensuite, sur les pays tiers, les autres pays tiers, où il y a vraiment, de par la Commission, un statut qualifiant de Low and Middle Income Countries, il y a une liste. Elle est disponible sur le portail, donc Funding and Tenders, hein, le portail du participant, et ces pays sont tout à fait éligibles dans le cadre des appels à projets. Oui, tiens, si tu me permets juste un petit complément d'information, le document qui fixe la liste des pays et les conditions de participation a été publié par la Commission avant-hier, ce qui est disponible maintenant. Ah ben, on aurait dû mettre le lien, mais s'il y a quelqu'un qui le souhaite, on pourra le donner dans le chat en allant le chercher. Merci, Jérôme. Ensuite, donc, au niveau du formulaire de demande de proposition, alors ce webinaire se voulait aussi un peu pour des personnes débutantes ou qui avaient besoin d'être initiées. Donc, il y a deux parties dans une proposition lorsqu'on dépose donc sa proposition, une partie A, une partie B. Donc, la partie A, elle est générée par le système informatique et elle se base sur les informations saisies par les participants. C'est vraiment des informations qui sont très administrative. Ensuite, il y a une partie B, qui est la partie narrative, qui comprend 3 sections et bien sûr avec chacune des critères d'éligibilité. Et cette partie est également téléchargeable sous la forme d'un document PDF. Et puis c'est vraiment la proposition, c'est vraiment donc notre sujet qui sera implémenté. Au niveau des évaluations, donc on a un comité d'experts indépendants, les experts évaluateurs comme on les appelle, et ce que je disais tout à l'heure au niveau du cycle de vie du projet, il faut compter 5 mois en fait entre le dépôt de sa proposition et les premiers voilà, les indices de verdict, financés ou non pour la partie donc pour cette partie du jeu de soumettre une proposition qui deviendra, espérons-le, un projet. Il y a, malgré tout, malgré qu'on ne soit pas sur une révolution, il y a quelques petits changements. Alors, entre la partie A et la partie B, voilà les petits changements. Donc, au niveau de la partie A, il va falloir inclure un tableau des chercheurs nécessaire. Bon, ce tableau, il est nécessaire pour juste aussi avoir un suivi sur les carrières des chercheurs. Il faut
aussi donner le rôle de l'entité, votre entité, lorsqu'elle participe dans un projet. Voilà, quel est son rôle, qu'est-ce que ça va apporter et voilà, quelle est la contribution. Et aussi, ça c'est vraiment nouveau et important, faire une autodéclaration sur le plan de l'éligibilité, le gender, hein, des sexes. Euh, et ça, c'est vraiment nouveau. On sait, et je pense que vous avez tous entendu que voilà, la Commission s'attache à avoir un équilibre au niveau justement des sexes dans les propositions, mais également dans d'autres domaines. Et ça touche aujourd'hui les soumissions de propositions dans le cadre d'Horizon Europe. Et ça reste dans la partie A. Également, il y a un déplacé, donc il y a un champ qui se déplace de la partie B vers la partie A, c'est l'auto-évaluation de l'éthique, ainsi que le questionnaire sur la sécurité de toutes les propositions européennes et l'information des activités antérieures des participants liées à l'appel. Voilà. Ça change de bloc, mais c'était déjà inclus. Dans la nouveauté, maintenant, et sur la partie B, il y a nécessité de produire un glossaire des termes et également avoir une cohérence sur l'utilisation des terminologies et surtout s'assurer dans toutes les phases du projet et donc des work programmes, en fait, il faut être explicite, en fait. Voilà, il faut vraiment donner, non pas mettre des lettres, 3 lettres, mais surtout apporter vraiment quelque chose qui a une cohérence. Et inclure des explications détaillées sur tout ce qui doit être inclus dans chaque partie. Voilà. Ça, c'est les nouveautés à prendre en compte dans sa rédaction de propositions aujourd'hui dans Horizon Europe. Alors, passons, et ça sera mon dernier morceau, sur les coûts éligibles. Alors, il y a en gros cinq natures de coûts. Les premiers sont les coûts liés au personnel. Donc, il y a une nature qui se différencie des personal costs. Ensuite, on va avoir, et bien sûr, une partie externe. Quand on ne peut pas l'avoir en interne, on va l'avoir en externe. Donc, ça va être le subcontracting, la sous-traitance, mais alors sous certaines conditions. Et on n'en met pas trop parce que ça fait toujours mauvaise impression de ne pas comprendre, en tout cas, amène à une incompréhension sur pourquoi le consortium ne sait pas faire ça tout seul. Donc, il est important d'avoir un consortium équilibré qui peut prendre tous les rôles et évidemment se partager ça en fonction des compétences et des expertises de chacun. Mais c'est tout à fait admissible, mais sous quand même sous un petit volume financier. Ensuite, d'autres coûts qui sont donc les coûts de déplacement, les équipements. Donc ça, c'est naturel, des consommables aussi. Donc ça, on peut les inclure, bien entendu. Voire d'autres catégories de coûts sur Over Direct, c'est Over Goods and Services, par exemple. Et puis, un environnement, ce qu'on appelle les overheads, donc les coûts indirects, qui vont être calculés sur le total des coûts de personnel et sur les autres coûts. Donc, chacun de ces deux sections de coûts sont agrémentés d'un plus 25% qu'on appelle les overheads, donc les coûts indirects. Et c'est donc un forfait. Voilà à peu près ce que je peux vous donner pour cette on va dire, initiation. Après, des questions peuvent venir également et on peut répondre de façon très précise à des blocages, à des interrogations dans cette partie, parce qu'il y a d'autres types de coûts comme les third party. Je ne vais pas détailler maintenant, mais si des gens sont face à ça et qu'ils ont besoin d'aide, on sera absolument heureux de pouvoir vous répondre. Maintenant, je laisse la main et la parole surtout à mon collègue Frédéric. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Non, je dois pouvoir, bonjour à tous, je dois pouvoir reprendre le contrôle, ce que je vais faire.
Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, il y avait une dernière planche, mais peut-être que tu souhaites la présenter sur le... Oui, alors la dernière planche, encore une fois, pareil, il est important de penser à publier, et je l'avais mentionné comme un des éléments incontournables. Donc, il y a un accès libre aux publications et aux données des projets, et c'est vraiment quelque chose qui doit, encore une fois, être un peu circulaire et profiter à tous. Donc, c'est un grand euh, point à prendre en compte. Voilà, donc c'était encore Parfait. le... Merci Frédéric. Très bien. Donc, après avoir vous avez vu une vision globale du programme lui-même, du quoi, du comment le faire. Maintenant, on va aller plus en détail sur le cluster 3, qui est donc ce cluster dédié à la sécurité civile pour la société. Avant de décrire ce que le cluster 3 Horizon Europe propose, il est peut-être intéressant, comme le précisait Isabelle, comme c'est une évolution par rapport à Horizon 2020 et non une révolution. Je vais couper ma caméra, peut-être que ça sera mieux, parce que j'ai des petits problèmes de son. Il est bon de reprendre les chiffres en particulier de ce qu'on a appris, de ce qu'on a analysé du programme précédent, de H2020, et de manière plus spécifique sur les chiffres 2020, voici ce qu'on peut retenir. Alors on peut retenir que côté français, il y a un chiffre qui est important, c'est les 12% que vous voyez sur les taux de succès au niveau des dépôts, c'est-à-dire qu'on a déposé on a gagné 12% des projets qu'on a déposés, donc c'est plutôt bien par rapport à la moyenne européenne. Donc, même s'il y a eu des variations de ce taux au cours du programme lui-même, on voit qu'on s'en est pas trop mal sorti côté français. En termes de financement, c'est même un tout petit peu mieux, puisque sur les projets qu'on a pu gagner, le ratio de l'argent qu'on a récupéré côté français était de l'ordre de 13%, même si finalement l'argent capté globalement par la part française était de l'ordre de 11%, ce qui est conforme un peu à notre participation dans le programme. Donc, premier bilan sur Horizon 2020, les taux de succès sur ce programme sécurité sont pas mauvais, ils sont même plutôt bons, on va dire, par rapport aux autres clusters. Néanmoins, il y a toujours possibilité d'améliorer, et c'est l'objet de cet accompagnement des PCN, c'est d'une part, de faire en sorte qu'il y ait plus de dépôts, et puis que les taux de succès soient les plus élevés possibles. Donc ça, c'est sur la partie bilan. Alors, quels sont les grands gagnants sur le programme sécurité en termes d'État sur H2020? On peut imaginer que cette expérience d'H2020 va être reconduite pour Horizon Europe, et donc la France essaie d'améliorer encore cette position. On n'était pas trop mal placé, on était 3e, donc la France avait un montant de demandé qui était un peu plus faible que les premiers, un montant financé qui était aussi plus faible, mais comme je le disais, un taux de succès qui était pas mauvais du tout, avec deux champions, l'un, l'Espagne, qui déposait beaucoup, on va dire, avec un taux de succès un peu moins bon, et surtout la Grèce qui en a fait une expertise, on le verra dans la planche suivante, qui décrit les partenaires donc des différents consortiums, et quels sont les partenaires qui ont le plus bénéficié de ce programme Horizon Europe. Donc les deux premiers qui sont loin devant, et en particulier le premier, sont des entités grecques, des centres de recherche grecs, qui ont su s'organiser et faire en sorte d'avoir un taux de succès et donc une capture de ce programme importante. Bon, vous voyez je ne sais pas si c'est très visible, en bleu un peu brillant, la position des acteurs français. On doit pouvoir faire mieux. On a quelques acteurs qui savent bien s'organiser, comme le CEA, comme Thales, ou comme le CNRS, qui, là, ce sont les chiffres de 2020, en 2019, étaient beaucoup mieux positionnés. Mais on a encore une marge de progression, donc c'est ça que je voulais vous montrer. En termes de répartition des bénéficiaires, donc qui a, sur Horizon 2020,
qui a bénéficié de ce programme. En France, il est à noter qu'il y a deux choses. Il y a le secteur privé qui a su s'organiser sur cette thématique pour arriver à bénéficier au mieux de ce programme. Comparé à ce qui se passe en Europe, on voit que tout le réseau universitaire, toute la recherche, on va dire un petit peu plus amont, n'a pas su profiter de ce programme qui pourtant est un programme de recherche et d'innovation. On verra, et comme l'a dit Isabelle, il y a plusieurs types d'actions, hein, des actions aussi de recherche et d'innovation. Et même dans les actions d'innovation, il y a une part importante qui peut être prise par des instituts et des instituts de recherche ou des universités. Il y a une marge de progression importante certainement à gagner de ce point de vue et renforcer bien sûr la position des SMI et des industriels, mais ils semblent plus aguerris et plus performants sur ce type de programme. Alors, bon, je reviens maintenant, une fois qu'on a fait ce bilan, comment on s'organise et comment Horizon Europe est structuré. Donc, vous allez considérer que on insiste lourdement, mais je pense que c'est une des différences avec Horizon Europe, comme le disait Géraud. Le programme a été structuré, donc il y a une genèse des topics et des sujets auxquels vous allez répondre, et il est bon de rappeler cette genèse et puis surtout de référencer dans ce qu'on va faire, à la fois les impacts et à la fois les orientations stratégiques. Donc ça vient d'un plan stratégique qui lui-même est constitué, rassemble un certain nombre d'orientations stratégiques clés qui va ensuite se décliner en impact stratégique clés qui ont permis de produire ce programme. Donc dans le cadre du cluster 3, on va voir qu'il y a une continuité avec Horizon 2020, mais il y a aussi la cybersécurité, donc la dernière boîte en bas, qui a été rajoutée. Globalement, le cluster cherche à améliorer la réponse globale au niveau global de l'Europe sur tous les grands enjeux de sécurité. Notamment pour qu'on soit plus résilient, hein, c'est important. Donc sustainable ou résilient, c'est quelque part, résilient c'est le mot un peu plus utilisé dans le domaine de la sécurité, mais on parle beaucoup de sustainable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on résiste à ce qui va nous arriver, et en particulier dans un certain nombre de situations problématiques en termes de sécurité, pour garantir une certaine stabilité. On sent bien que la sécurité est indissociable des aspects sociaux. Donc, il est nécessaire dans ce programme, et il y aura un certain nombre de calls sur cette dimension-là, d'améliorer la prise de conscience et awareness, je trouve plus le mot en français, mais to be aware, bien être au fait de ces problématiques de sécurité et d'en être conscient au niveau de la société. Donc il y a des choses importantes à faire. Donc un élément que j'en profite pour rappeler, que le plan stratégique, pour une fois, a été construit aussi avec des consultations des citoyens. Donc il y a une vraie volonté d'impliquer dans ces différents axes, et notamment sur la sécurité, d'impliquer beaucoup plus la société et les citoyens. Bien sûr, tout ça, c'est pour quand même, à terme aussi, avoir un bon positionnement de l'Europe d'un point de vue industriel et économique. Et puis, l'idée, c'est que, au lieu de subir un peu les problèmes de sécurité, c'est d'essayer d'aller le plus possible vers une proactivité et donc une meilleure préparation pour effectivement être plus résilient à terme. Alors, donc le cadre général sur le programme 3, donc le cluster 3, on rappelle les trois grandes orientations. Donc, de nouveau, le rappel sur la politique, les priorités politiques de l'Union européenne en matière de sécurité civile et de cybersécurité. Donc, la cyber fait partie aussi du programme, comme je le disais. Tout ça doit se faire en particulier en gardant et en mettant en avant le mode de vie européen. Donc la sécurité doit en faire partie, mais doit s'insérer et renforcer à la limite notre mode de vie. On l'a vu, il y avait les différents enjeux globaux, le pacte vert, un certain nombre d'éléments. Donc les priorités politiques en premier. Ce qui est très important sur ce programme, ce cluster 3, c'est que l'impact
globalement sur la sécurité et sur l'impact qu'on va avoir en termes de performance directe sur l'économie, sur le sentiment de sécurité des Français, enfin des Européens, sur tous les impacts possibles, vont être traduits aussi par un besoin une exigence en matière de capacité. On sait bien que pour pouvoir gérer la sécurité, il faut avoir des capacités. Donc l'aspect capacitaire est un élément important de ce programme. Et puis on veut faire ça, comme je le disais, tout en garantissant une vraie garantie d'éthique soutenue par la société, parce que les sciences sociales et humaines vont avoir un rôle important et ont un rôle très important en ce qui concerne la sécurité. Et ça permettra de gagner la confiance du public et éventuellement de permettre à ce secteur de sécurité de se développer et d'être mieux accepté dans la société, ce qui est une des difficultés du passé en particulier. Alors, ce cluster a donc été structuré en ce qu'on appelle des destinations. Donc, on en a 6, 5 destinations traditionnelles, on va dire, de la sécurité, et une qui était présente, mais qui a été renforcée, qui est devenue une destination à part entière, qui est la cybersécurité. Là, on reprend un peu les termes précédents, mais ce que je voulais mentionner, c'est que il est important de créer et de démontrer aussi, ce que je disais, une exploitation de ces résultats pour développer le marché de la sécurité. Donc ça fait partie aussi des attendus des propositions qui seront déposées. Alors juste les chiffres, c'est un petit cluster, comme vous voyez sur la gauche, par rapport aux grands autres clusters, mais c'est un cluster, on va dire, plus spécifique sur la sécurité, puisqu'on peut imaginer que des problématiques de sécurité puissent être traitées par d'autres aspects, que ce soit santé, le fait d'avoir des vaccins, ça peut être considéré de la sécurité, mais sur nos thématiques très spécifiques, on a un budget finalement qui est un petit peu réduit, donc qui est ciblé. Sur la droite, vous voyez que les destinations ne sont pas dotées des mêmes budgets, notamment les infrastructures résilientes, malgré un push, on va dire, une intention côté français de renforcer un peu cet aspect pour garantir une certaine stabilité et résilience de la société. Par contre, heureusement, la cybersécurité a un point important. Donc, vous voyez un petit peu les budgets respectifs des différentes destinations. Alors, les destinations, elles sont présentées ici. Les thématiques et les domaines des appels le sont aussi. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de chaque ligne et chaque boîte, mais simplement, vous voyez que c'est large, donc que ce soit pour la lutte contre le terrorisme et les crimes, la criminologie, il y a pas mal de domaines ouverts, donc on traite vraiment globalement une vision assez large de cette destination. De même pour la gestion des frontières, sur la résilience des infrastructures. Sur la cybersécurité, il y a plein de thèmes et de domaines ouverts. Peut-être un peu plus traditionnel, mais qui reste un poids relativement important. C'est ce qui finalement correspond à la résilience de la société par rapport aux désastres et tous les risques naturels en particulier. Et puis il y a une destination plus petite qui, elle, essaie de supporter ou plutôt de renforcer le poids de la recherche et l'innovation en sécurité. Donc il y a matière avec l'ensemble de ces domaines ouverts dans les calls 2021 et 2022. En 2021, vous avez beaucoup de calls ouverts. En 2022, vous avez un certain nombre complémentaires qui sont ouverts aussi, mais la plupart traitent de tous ces sujets. Ça donne une opportunité assez large pour faire des propositions. Alors, un dernier point que je voulais rappeler et que Géraud a indiqué au début, c'est que, alors là, vous le voyez sur 4 des 6 thématiques, et ça s'applique aussi en particulier à la 5e sur la cybersécurité.
tous ces thématiques font référence aussi à des documents politiques. Et là, vous avez un tableau qui illustre sur 4 des destinations les documents de référence qui parlent de ces problématiques-là. Il est important, et c'est une suggestion, mais un encouragement, on va dire, quand on fait une proposition sur un domaine particulier, un sujet particulier pour une destination particulière, il est utile de se référer ou d'avoir au moins une certaine connaissance de ces différents documents politiques correspondant à la colonne à laquelle on répond. Donc c'est une suggestion, mais je pense qu'elle est importante puisque ça a été la manière dont les programmes ont été construits et ça fait partie des attentes et certainement des évaluations, en particulier sur les impacts. Ils sont décrits dans ces documents. Attendus, ils sont décrits. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, et je vais passer la main à Armand, c'est que le cluster 3, donc c'était un survol assez rapide. Toutes les thématiques et de nombreuses thématiques sont ouvertes. Par contre, les problématiques de sécurité existent aussi dans d'autres clusters, et en particulier, je passe la main à Armand, puisque le cluster carte qui traite aussi du numérique traite aussi d'aspects de sécurité. À toi la main. Merci Frédéric et bonjour de nouveau. Donc voilà, je vais vous parler de la sécurité et du numérique. Donc il y a toujours eu un lien très fort entre le numérique et de la sécurité. Pourquoi? Parce que quand on fait du numérique, il faut penser à la cybersécurité et donc il faut sécuriser le numérique. Puis avec l'utilisation accrue du numérique dans notre société, la cybersécurité et la cybercriminalité augmentent, donc il faut lutter contre la cybercriminalité. Puis aussi, il est devenu presque impossible d'assurer la sécurité physique sans utiliser les technologies numériques. Et donc c'est pour cette raison, il y a toujours eu des sujets qu'on voit parfois dans le programme numérique qui concerne la sécurité, puis l'année d'après, ils passent dans le programme de sécurité et vice-versa. Des programmes qui sont dans le programme de la sécurité, on va les retrouver dans le programme numérique. Donc, c'est intéressant que vous arrivez à suivre les deux programmes parce que si vous suivez un sujet, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Par exemple, c'est tout ce qui concerne les sujets de cybersécurité à TRL bas. On les trouvait dans le programme numérique cette année, ils sont dans le programme de sécurité dans le cluster 3. À l'inverse, il y a le sujet pour assurer la vie privée et la confidentialité des données. C'est un sujet qu'on trouvait dans l'Horizon 2020, dans le programme de sécurité. Cette année, il est dans le programme de numérique. Donc, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous présenter le sujet, c'est de vous expliquer où aller trouver l'information. Donc, dans la sécurité, comme vous avez vu que dans la présentation de Frédéric, il y a 6 piliers dans la sécurité qu'on appelle destination 1 jusqu'à 6. Il y a le cluster 4, il y a 6 piliers 1 à 6, sauf qu'il est beaucoup plus important le cluster 4. Il y a les 2 premiers piliers, c'est sur les 2 premières destinations, ça concerne l'industrie, les matériaux, donc l'industrie du futur, Puis après, il y a 3 destinations qui concernent le numérique, c'est les destinations 3, 4 et 6 que je vais vous présenter. Et puis, il y a une destination qui concerne l'espace. Donc, c'était pour résumer, tous les clusters s'attaquent à des défis sociétaux. La seule exception, c'est le cluster 4 que je vais vous présenter. Il va s'attaquer à des défis technologiques. Et donc, dans ce cluster 4, la première une destination, la première destination, la destination 3, qui est la destination numérique. Et donc, ça concerne les technologies en matière de données et de calcul.
Et donc, en matière, dans celui-là, on va trouver, c'était par exemple deux sujets qui sont deux topics importants. Il y a un topic qui concerne, qui est sur le respect de la vie privée, le respect du RGPD dans les espaces de données européens qu'on va avoir. Il faut voir comment assurer un traitement, un partage et réutilisation des données d'une manière sûre et sécurisée. Et donc, c'est un topic qui va financer 5 projets de 8 à 11 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et ce topic, on le voyait tout le temps. Il était toujours dans la partie cluster 3. Cette année, il est dans le numérique. C'est pas pour ça, donc c'est pour cette raison, il faut savoir le trouver. Et puis il vous dit voilà qu'il va falloir faire le lien avec les nouveaux programmes comme le Digital Europe programme. On aura le temps de vous expliquer tout ça. Puis il y a un autre topic dedans, c'est plutôt sur la gestion de données. C'est pour comment, donc c'était pour trouver une approche holistique de cycle de vie des données qui va être respectueux de l'équité et de la confidentialité. Et donc, voilà, c'est la deuxième destination donc, dans le numérique qui est la destination 4. C'est une destination qui concerne les technologies émergentes. Et donc, celle-là, c'était en fait, il n'y a pas vraiment de sujets qui sont spécifiques à la sécurité. Il faut penser, il y a toujours la sécurité by design dans tous les secteurs. Si on va penser faire un processeur, il faut faire de l'électronique, la photonique, dans le 6G, la connectivité, la robotique, l'IA. Il faut toujours penser à la sécurité. Donc, il y a toujours des sujets à vous, mais il n'y a pas vraiment des sujets qui ont traversé, qui sont passés d'un programme à un autre. Mais vous pouvez bien sûr aller les consulter parce qu'il y a beaucoup de sécurité dedans. Et le troisième cluster, j'ai soumis avec ma souris, voilà, c'est le cluster 6. C'est un cluster qui est plutôt tourné vers l'humain. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de connexions entre la sécurité et le numérique, mais pas ça. Il y a un troisième sujet qui est très important, ce sont les sciences humaines et sociales. Donc, c'est les SHS, c'est le cluster 2. Donc, dans cette destination 6, on a des sujets, plein de sujets qui sont à cheval entre numérique, SHS et sécurité. Donc, il y a plusieurs sujets. C'était donc un des sujets, par exemple, c'est sur l'IA, c'est avoir comme ça, c'est une IA digne de confiance. Il y a un deuxième sujet qu'on voyait tout le temps, qu'il était toujours dans la partie donc, sécurité. Maintenant, il est dans la partie numérique. Donc, l'autre sujet était sécurité ou bien SHS. C'est comment lutter contre les biais quand on prend des décisions, les biais, les préjugés sexistes, raciaux et autres quand on est dans l'IA. Là, on commence à penser, à parler donc des décisions hybrides, parce qu'on disait avant, il ne fallait pas que l'ordinateur ou bien l'IA prenne des décisions sans passer par l'homme. Mais maintenant, c'est aussi, on fait le contraire, c'est qu'il ne faut pas que l'humain prenne des décisions sans vérification de l'IA si on a une IA donc, qui est tournée vers l'humain. Donc, c'était avoir des décisions hybrides. Donc, il y a un sujet qui est vraiment très tourné, comment faire comme ça, être sûr comme ça qu'on va prendre des décisions en luttant contre les biais. Et après, il y a un sujet qui est sur la désinformation. Donc, c'est un sujet classique dans la sécurité. Comment lutter contre la désinformation? Ce sujet-là, aujourd'hui, vous allez le trouver dans le numérique. Donc, si vous cherchez ce sujet et vous ne le trouvez pas dans la sécurité et dans le cluster 3, sachez quand même, il est aussi dans le cluster 3 côté numérique. Puis après, bien sûr, il y a tout ce qui est la souveraineté de l'Internet, la contribution aux vies privées. Puis il y a les problèmes aussi de la réalité étendue dans la sécurité, la téléprésence, quand on va faire, donc c'est quand on fait téléprésence, il va falloir éviter les préjugés et puis garantir que
que l'accessibilité va respecter la vie privée, la transparence et l'explicabilité. Donc, bref, c'était le sujet, c'est assez large. On va vous mettre à disposition des planches avec ces topics, puis j'arrête ici ma présentation. Merci. Je ne sais pas qui prend la main. C'est Isabelle qui reprend la main, non? Bien, bah, Voilà. Alors, Isabelle, c'est toi. Oui. Donc, pour conclure avec vous ce premier webinaire, eh bien, on vous a présenté synthétiquement les prochains rendez-vous parce qu'il y en a quand même pas mal donc à suivre. Alors, je vais commencer par les réunions organisées par la Commission européenne. Donc, pour ce qui est du cluster 3 que l'on vient de voir, vous avez à la fois un infoday, le 30 juin, ainsi qu'à la suite un brokerage event où vous pouvez lier des contacts et évidemment discuter d'idées de projet, voire présenter et proposer vos compétences pour pouvoir rejoindre un consortium. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire. Donc, c'est évidemment très proche, mais c'est encore ouvert. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, eh bien, toujours l'équipe que vous venez donc en partie de découvrir du PCN Sécurité au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. On vous propose encore 2 sessions, 2 séances. Une dédiée donc sur la partie sécurité du cluster 3, du programme du cluster 3, qui aura donc lieu le 6 juillet de 10h à 12h, et une seconde session sur la branche cybersécurité le 9 juillet de 10h à 12h également. Et en particulier, pour vous qui êtes présents avec nous à cette première session de débutants, et pour ne pas encombrer, je dirais, la session de nombreux pitchs, vous allez recevoir à la suite de cet événement ou dans la journée, en fait, un mail spécial qui vous proposera dans ce message un template pour pouvoir pitcher 3 minutes vos compétences, votre idée de projet éventuellement dans les 2 séances au choix, hein, à votre choix, les 2 ou l'une des 2, du 6 et du 9 juillet. Donc les pitchs ne seront absolument pas ouverts à tous les participants présents dans ces 2 séances, ils ne seront ouverts qu'à vous qui êtes présents aujourd'hui ce 25 juin parce que on a l'ambition et surtout la volonté de vous soutenir dans vos efforts et dans votre démarche d'initiation, de début et de progression. Et donc, on veut vraiment vous mettre en avant dans les 2 prochaines séances et sessions d'informations vraiment qui vont être spécifiques aux appels à projets avec un décortiqué justement sur les appels à projets. Ensuite, ce n'est pas fini. Voilà. Il y a également toute une activité qui fourmille autour du cluster 4, donc le cluster du numérique, avec également de la part de l'Union européenne, donc la Commission européenne, 3 infodays qui vont être ciblés sur les destinations. Alors le cluster 4 est un grand cluster, hein. Il a vraiment trois dimensions, industrie, numérique et espace. Donc 3 destinations dans ce grand cluster sont dédiées, comme le disait Armand, je n'ai plus la présentation, sont dédiées au numérique. Et donc, vous avez 3 dates. Je n'ai plus la présentation. C'est un peu gênant. Oui, je la remets parce que tu as dû cliquer 2 fois sur le bouton. Ah ouais? Oui. Et le bouton prendre le contrôle, il devient arrêter la présentation la 2e fois. Bah, vas-y, reprends le contrôle.
Eh bien, je reprends le contrôle et nous allons accélérer tout ça. Désolée, hein, vraiment, ça c'est... J'ai pas eu l'impression de cliquer, je pense que c'est la souris qui est restée un peu stuck dessus, mais bon, allons-y. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse une bêtise. J'ai pris la main. Voilà, c'était moi. Encore une fois, voilà. Donc, 4 événements. 3 infodays. Destination 3, données, technologies informatiques. La destination 4. Excuse-moi, là, cette fois, tu n'as pas pris le contrôle, donc tu as changé que pour toi. Attends, je vais t'y emmener. Prendre le contrôle. Est-ce qu'on y est là? Pardonnez-moi. Là, ça doit être bon. Ok. Donc, je disais 3 événements pour Infoday par rapport à la Commission européenne. Sur la destination 3, données et technologies de l'informatique. Destination 4, la technologie numérique émergente pour la compétitivité et l'adoption du pacte vert, donc le Green Deal. Le 3e pour la destination 6, sur le développement éthique et centré sur l'humain des technologies numériques et industrielles. Tout ça entre le 29 et le 30 juin, avec un brokerage qui malheureusement n'a pas été repoussé, puisque ça, la Commission avait repoussé ses infodays. Et donc, le dernier jour est aujourd'hui, et je ne suis pas sûre que vous puissiez vous y inscrire, malheureusement. Également, une matinée dédiée par le PCN numérique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, le 1er juillet, où vous aurez l'opportunité également de pitcher des compétences ou des idées de projet. Voilà, je pense que ensuite, un événement très important pour la France, eh bien l'année prochaine, en 2022, la France sera en début d'année sur le premier semestre, aura la présidence de l'Union européenne, et ceci après 14 années, hein, c'est quand même un bout. Et nous avons, en l'occurrence, pour la partie sécurité, un honneur de pouvoir organiser, ce sera à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, le grand événement de sécurité recherche, l'événement de sécurité recherche, donc le SRE. Donc, en avant-première, vous avez les informations. Et cet événement sera vraiment l'occasion pour la France de marquer sa haute compétence dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité. Il y aura vraiment des speakers de haut niveau, des présentations et des démonstrations. Il faudra suivre un petit peu les informations qu'on pourra vous diffuser en espérant que voilà, vous puissiez participer si vous avez des choses à présenter et évidemment y participer. Ce sera un grand moment pour nous. Voilà. Je vous rappelle le site aujourd'hui sur lequel il faut absolument passer beaucoup de temps. Donc notre site horizon-europe.gouv.fr, qui est donc le site officiel français du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, en parallèle du site de la Commission européenne. Donc, bienvenue à vous tous sur le site. Venez nous voir régulièrement. Et donc, je n'ai plus qu'à vous remercier au nom de l'équipe de nous avoir suivis. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Pitch en anglais, j'ai vu. On va voir, on va suivre. Donc, vous avez notre adresse pour l'équipe, en l'occurrence PCN Sécurité. Vous avez le même type d'adresse en mettant tiret numérique pour l'équipe numérique. J'en profite donc pour faire la promotion également de l'équipe numérique, puisque Armand est avec nous. Et je pense qu'on peut passer aux questions, Géraud. À vrai dire, on a répondu en live. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Donc, effectivement, la présentation sera disponible. Et quand on les pitchs sont en anglais ou en français? Ah ben ça va être, vu que c'est en France, que c'est un événement au niveau national, pour ce qui concerne donc les pitchs dans les sessions du 6 juillet et 8 juillet, elles seront en français. Donc ça, c'est pour Stéphane Grelier ou Grelier. Désolée pour... voilà. Après, on fait comme on veut, hein. On peut le faire en anglais si on veut. Oui. Mais tant que l'audience sera française, c'est ça qu'il faut. Oui, voilà. Tant que c'est un événement à audience française, vous pouvez parler français. Mais bien sûr, pourquoi pas en général, on demande de faire les présentations en anglais
Mais par contre, donc c'était les planches en anglais, puis par contre la présentation, pour ceux qui peuvent le faire en français, il vaut mieux que ce soit en français. Ouais, Donc oralement en français et en écriture, on fait des planches en anglais parce qu'on va les mettre sur Internet. Alors, où peut-on trouver les policy documents orientant les destinations et ambitions des clusters? Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment deux documents. Je vais vous retrouver un lien direct. Voilà. Donc, vous avez deux documents. Vous avez le programme de travail et vous avez le plan stratégique. Donc, le plan stratégique, voilà la référence. Donc là, vous pouvez le télécharger directement. Je pense que la question se reportait aussi au tableau que j'ai présenté à la fin, j'ai l'impression, sur tous les documents politiques. Les policies, ouais. Les political documents. J'en profite pour mettre un lien vers le programme de travail. Ça fait pas de mal. Maintenant qu'il est publié. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait un tableau tel que celui qui a été présenté qui soit disponible et avec tous les liens sur tous les documents politiques qui ont du sens, mais peut-être que justement, c'est à construire. Oui, parce que ce tableau, on l'a récupéré d'une planche de la commission, c'est ça, hein. Et exactement, du coup, ils n'avaient pas mis les liens. Exactement. Question, alors un projet de doctorat opérationnalisé avec des institutions de sécurité civile. Alors non, pas dans le cadre du pilier 2. Pilier 2 ne finance pas des doctorats. Pour les financements de type scientifique, il faudrait aller voir dans le pilier 1 les appels Marie Curie, les MSCA. Pas sûr que ça s'applique facilement en sécurité. Mais dans ce cas, il faudrait se reporter vers le PCN Marie Curie qui, là, pourrait vraiment mieux répondre à la question. Une session de conseil en écriture. Alors, voilà une bonne question. Alors, on n'a pas de prévision de ce type-là. Je ne sais pas si le PCN est bien dimensionné pour répondre à ça. C'est une question qui va rester ouverte quelques instants encore. Un conseil général, c'est que c'est bien d'avoir un relecteur qui maîtrise bien l'anglais ou qui est English natives. Même si c'est pour faire juste de la vérification in fine, ça a du sens. C'est un conseil qu'on pourrait donner sur l'écriture de ce qui est sûr, puisque quand on est en situation de débutant, vous avez intérêt à vous raccrocher à un consortium dans lequel vous avez des gens qui connaissent bien. Parce que l'écriture de projets européens, c'est une compétence particulière qui se développe au bout d'un certain temps et qui ne s'improvise pas. Donc, vous avez probablement intérêt, en tant que débutant, à vous trouver des partenaires et trouver un consortium qui est avec des gens qui ont déjà de l'expérience. Hein. Et puis, après, vous pourrez acquérir cette expérience vous-même. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore. Merci de votre participation. Merci à l'équipe PCN qui, dans sa nouvelle forme, est en train de faire ses débuts et dont vous avez pu apprécier le dynamisme sur cette mise en place. Voilà, merci d'avoir assisté à ce webinaire et rendez-vous pour les deux suivants dans lesquels il y aura cette fois une vraie descente dans le vif du sujet pour parler du contenu. Merci, on va clore le webinaire et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.